ici, la voix de l'Amérique. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du Monde aujourd'hui. Tout de suite les titres. Au Cameroun, une commission créée par le président Paul Biya a fait 18 propositions pour sortir le pays de la crise avec les régions anglophones. Au Nigeria, le savoir pour lutter contre l'obscurantisme. C'est le credo de milliers d'étudiants de l'université de Maïdougouri, malgré les attaques de Boko Haram. À 6 jours du sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump, le Congrès américain évoque son droit à rejeter tout accord nucléaire qui y serait conclu. Bienvenue à toutes et à tous. Au Togo, les appels à manifester de l'opposition mobilisent plus difficilement la population ces derniers mois. Pour la coalition des 14 partis de l'opposition, ce sont les forces de l'ordre qui intimident leurs militants et sympathisants. Ce matin à Lomé, les rues étaient désertes malgré l'appel à manifester, comme l'a constaté notre correspondante sur place, Kaï Lawson. Encore une manifestation avortée pour l'opposition togolaise. La marche prévue pour ce mercredi n'a pas pu se tenir à Lomé. Les manifestants n'étaient pas au rendez-vous car craignant la répression des forces de l'ordre, à en croire les leaders de l'opposition. À la mi-journée, au siège de la coordination des partis de l'opposition, après une trentaine de minutes de concertation, les leaders quittent les lieux aux grandes dames des populations qui les attendaient au dehors. Ces derniers digèrent difficilement les reports répétés des manifestations. Certains estiment même que s'il faut respecter l'itinéraire fixé par le gouvernement pour pouvoir manifester, la concession en vaut la peine. Ce mercredi après-midi, en conférence de presse, la coalition dit maintenir les manifestations de demain jeudi et du samedi 9 juin. Elle appelle par ailleurs à une journée Togomor le lundi 18 juin prochain. Notons qu'à l'intérieur du pays, les populations de Tchamba et d'Anier ont pu manifester. Kaï Lawson pour VOA Afrique, Lomé. Au Cameroun, la commission du bilinguisme et du multiculturalisme créée par le président Paul Biya en 2017 a lancé une concertation baptisée « Mission d'écoute des populations ». Rassemblée à Bamenda, chef-lieu de l'une des 2 régions anglophones du Cameroun, plus de 800 personnes ont pris part à l'initiative. Notre correspondant à Yaoundé, Jules-Emmanuel Ntap, nous en dit plus. À Yaoundé, l'opinion juge pertinentes les propositions de sortie de crise telles que rendues publiques par la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Ça ouvrira les échanges et c'est cela qui permettra de décrisper un tout petit peu l'atmosphère parce qu'aujourd'hui, l'absence de commission de dialogue, ça multiplie les extrémismes dans un camp comme dans l'autre. Il n'y a pas de surenchère politique. Les anglophones réclament quelque chose de très clair. Pour moi, les nominations à des postes supplémentaires, c'est complètement futile. Aujourd'hui, la principale chose à faire pour le président Biya, c'est de rencontrer les anglophones et au nord-ouest. Parmi les 18 propositions de sortie de crise, le retour au fédéralisme figure en bonne place. Un point querellé, mais qui mérite cependant d'être discuté, selon ce journaliste politique. Il ne faut pas qu'on nous fasse croire qu'il y a des sujets tabous. Ce n'est pas parce qu'on a parlé du fédéralisme que ça fait problème, mais ce qui doit primer, c'est la force des arguments en respectant les règles démocratiques. Les hommes politiques espèrent quant à eux que le chef de l'État ne fera pas la sourde oreille. Le plus important, c'est déjà de mettre en œuvre toutes ces propositions et que le chef de l'État s'exprime, donnant, n'est-ce pas, une certaine caution au groupe qui allait travailler. Après le communiqué de la commission Mafani Moussongué, l'on attend maintenant la prise de parole officielle du gouvernement camerounais. Cela ne devrait pas tarder selon des sources concordantes. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé. Et pour mieux comprendre cette actualité, nous accueillons Cabral Libi, président du mouvement 11 millions de citoyens et candidat à la présidentielle d'octobre prochain au Cameroun. Il est en direct de Yaoundé. Bonsoir monsieur. Bonsoir à vous. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous l'avons vu dans notre reportage, apparemment la population semble plutôt apprécier cette initiative. Comment l'apercevez-vous, vous ? Je l'aperçois comme la population dans son ensemble, parce que c'est ce que nous avons demandé depuis des mois.
Il aura donc fallu attendre que des mètres cubes de sang soient versés pour qu'enfin le gouvernement accepte de renouer avec le dialogue. Il n'est jamais tard pour arrêter de verser le sang, ou du sang, encore que ce n'est pas encore le cas. Donc ce dialogue est le bienvenu, c'est ce que nous souhaitions. Il avait été rompu par le gouvernement, il a repris, c'est tant mieux. Depuis le début de la crise avec les anglophones en 2016, Yaoundé a toujours refusé l'ouverture d'un débat sur la structure de l'État. Pourquoi maintenant ? Le débat n'est même pas encore ouvert. Jusque-là, cette commission est allée dialoguer. C'est un début, non ? Il a eu lieu, mais je vous dis encore que le débat doit être ouvert entre les revendicateurs et les représentants du gouvernement. Jusqu'ici, nous avons une commission tampon, en réalité, qui n'a pas un pouvoir de décision. Et il faut éviter de s'enliser encore là. Moi, j'ai toujours pensé que le débat sur la forme de l'État aurait dû être ouvert depuis très longtemps. La crise anglophone n'est pas une crise séparatiste, elle n'est pas une crise indépendantiste, elle est une crise autonomiste. Pour ceux qui ne savent pas, il faut savoir que le Cameroun a été un pays fédéral de 1961 à 1972. Alors justement, Monsieur Liby, le fédéralisme est l'une des 18 propositions sur laquelle je voudrais avoir votre avis. Le fédéralisme est l'abrogation de la loi dite sur le terrorisme. Alors, écoutez, d'abord la loi sur le terrorisme, évidemment qu'elle n'aurait jamais dû être votée parce qu'elle est liberticide et elle peut ouvrir la voie à toute forme de dérive. Donc sur ce point, il n'y a pas de débat. Sur la question du fédéralisme, je suis de ceux qui proposent un État régional. J'estime que pour régler les problèmes des anglophones, les problèmes de route, de bien-être, des problèmes infrastructurels, nous n'avons pas forcément besoin de rentrer dans un État fédéral avec une superposition institutionnelle. Notre pays est dans un tel état de délabrement que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est donner aux régions leur autonomie. Et il y en a 10 au Cameroun. Il n'y a pas que les anglophones qui ont besoin d'autonomie. Il y a toutes les 9 autres régions. L'État central est hyper congestionné. Et c'est ça qui bloque en partie l'essor du Cameroun. Et donc, ce sera votre mot de la fin, la nécessité d'ouvrir non seulement aux régions anglophones, mais au reste des régions, ce débat. Merci. Cabral Liby, je rappelle que vous êtes président du mouvement 11 millions de citoyens et candidat à la présidentielle d'octobre prochain au Cameroun. En Éthiopie, le gouvernement a décidé de mettre en œuvre pleinement l'accord d'Alger. Signé en 2000 pour mettre fin au conflit avec l'Érythrée voisine, l'accord a été assorti des conclusions d'une commission internationale indépendante qui avait délimité en 2002 le tracé de la frontière commune avec l'Érythrée, frontière source de vives tensions militaires entre les deux pays. Cette annonce surprise représente un changement de politique majeur du nouveau Premier ministre Abiy Ahmed. Au Nigeria, le torchon brûle entre les parlementaires et le président Muhammadu Buhari. Les deux chambres du Parlement ont menacé le président de destitution dans une résolution. En cause, la corruption et l'insécurité, ainsi que l'absence de solution face à ces fléaux. Aucun commentaire de la présidence n'a été publié pour le moment. Monsieur Buhari, élu en 2015 sur la promesse de vaincre Boko Haram et de lutter contre la corruption, voit son bilan très critiqué alors qu'il espère se faire réélire à la présidentielle prévue l'an prochain. Toujours au Nigeria, le savoir pour lutter contre l'obscurantisme. C'est le credo de milliers d'étudiants qui continuent de fréquenter assidûment l'université de Maïdougouri, dans le nord-est du pays, malgré la dizaine d'attaques de Boko Haram depuis début 2017. Chika Odwa s'est rendue sur place. Blanche Sanou nous en fait le récit. À la radio de l'université de Maïdougouri, les animateurs ne jouent pas seulement de la musique. Ils essaient aussi de maintenir les étudiants dans le calme. C'est notre priorité de leur apporter un état d'esprit positif, d'essayer de les détendre afin qu'ils se concentrent sur leurs études. Depuis la formation du groupe insurgé dans la région de Maïdougouri il y a 9 ans, l'université n'a jamais été prise pour cible jusqu'en janvier 2017. Tassiou Hassan se souvient de cette toute première attaque. J'étais sur le campus ce jour-là. Nous avions un examen, mais la direction de l'université a dû l'annuler. Je me suis retrouvé dans une situation vraiment terrible, de telle sorte que je ne pensais pas retourner à la maison. Mais il est resté comme beaucoup de ses camarades de classe. Aujourd'hui, les étudiants passent leurs examens finaux. L'université n'a jamais fermé depuis l'insurrection de Boko Haram. Nous sommes ici parce que nous avons la responsabilité de maintenir le système en marche. Notre présence est obligatoire, quel que soit l'état de la situation. Chaque jour, des chiens renifleurs effectuent des inspections à la recherche d'armes et d'éventuelles bombes chimiques.
Aucune autre université publique nigériane dans la région n'a ce niveau de sécurité. Même s'il y a une insurrection, nous sommes en sécurité. Avant même de franchir la porte principale, il y a la sécurité ici et là. Malgré le risque évident, la population estudiantine est en croissance et les étudiants disent que l'école renforce la lutte contre Boko Haram. 2 nouveaux décès attribués à l'épidémie de fièvre à virus Ebola ont été enregistrés en République démocratique du Congo, portant à 27 le nombre total de morts depuis un mois dans le nord-ouest du pays. Mardi, l'OMS indiquait que la République démocratique du Congo a donné son accord pour l'utilisation de 5 traitements pas encore homologués. Dans le même temps, le ministère congolais de la Santé a de son côté indiqué qu'aucun traitement expérimental n'a encore été administré aux patients hospitalisés. Ici, aux États-Unis, à 6 jours seulement du sommet du 12 juin entre le dirigeant nord-coréen et le président américain, le Congrès évoque son droit d'examiner et potentiellement de rejeter tout accord nucléaire qui serait conclu lors de cette rencontre historique. Reportage Michael Baumann, dit par Irénée Hermann-Ongbo. Le très attendu sommet Trump-Kim suscite de l'espoir au Congrès américain. Je suis très heureux de voir que nous évoluons au plan diplomatique. Cette impasse nucléaire peut être résolue. Mais tout accord mis au point au sommet de Singapour devra convaincre les législateurs à Washington. Vous devez l'apporter au Congrès qui dispose d'un temps pour l'examiner et le désapprouver. Mais s'il ne le rejette pas, il peut entrer en vigueur. Pour ces législateurs, le Congrès devra approuver l'allègement des sanctions que souhaite Pyongyang, mais il ne souhaite pas le faire dans la complaisance. Il ne peut y avoir d'allègement de sanctions pour la Corée du Nord à moins que le régime ne fasse des progrès significatifs vers le démantèlement complet, vérifiable et irréversible de tous ces programmes d'armes nucléaires, chimiques, biologiques et radiologiques. La Corée du Nord doit comprendre que même si la Chine soulage la pression, nous sommes prêts ici au Congrès à intervenir pour resserrer la vis. Les sénateurs des 2 partis politiques rappellent à cette occasion les multiples accords négociés par la Corée du Nord. Pour eux, 2 mots reviennent, mauvaise foi et tricherie. L'histoire a été horrible, nous nous sommes fait avoir, et pas seulement une fois, et nous avons commencé à faire des concessions pour voir, au bout du compte, la Corée du Nord nous trahir. Cela ne va pas se reproduire. Trump a souligné à maintes reprises que le sommet peut ou ne pas produire un accord. Les experts avertissent cependant quant au risque. Tous les regards seront orientés vers Singapour la semaine prochaine, y compris ceux des législateurs américains encore sceptiques. Et quelques mots de vie politique américaine encore. Le président Trump recevra le Premier ministre japonais Shinzo Abe ici à Washington en fin d'après-midi. Les mesures de rétorsion de l'Union européenne contre certains produits américains entreront en vigueur en juillet. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la Commission européenne. En réponse aux taxes de Washington sur l'acier et l'aluminium européens, les jeans, le bourbon ou les motos feront l'objet de taxes additionnelles. Au Guatemala, une forte explosion a obligé les secouristes à interrompre leurs recherches hier autour du volcan de feu, 48 heures après son éruption. L'Institut national médico-légal a fait état de 75 personnes décédées au cours de cette catastrophe naturelle. Près de 200 personnes ont disparu. En Jordanie, les syndicats ont lancé un appel à la grève ce mercredi dans la nuit de lundi à mardi. Malgré la démission du Premier ministre, quelques 2000 personnes s'étaient encore rassemblées à Amman pour réclamer le retrait d'un projet de loi élargissant l'impôt aux salaires modestes et augmentant son taux pour certains particuliers et entreprises. Hier, le roi Abdallah appelait à une révision complète de la réforme fiscale, une réforme conseillée par le FMI. Une déclaration qui a été saluée par les syndicats qui maintiennent malgré tout la mobilisation. Vous regardez Le Monde aujourd'hui, le journal de VOA Afrique. Nous sommes en direct de Washington.
Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie de votre journal. Au Zimbabwe, l'après-Mugabe est aussi une réalité artistique. Une pièce de théâtre interdite en 1983 retrouve sa place sur scène. Serviettes hygiéniques et développement. Grâce à une militante camerounaise, des jeunes filles défavorisées pourront aller en cours et avoir leurs règles. Afrobytes revient pendant 2 jours. Tout ce que l'Afrique technologique compte de créativité et d'innovation se retrouve à Paris. Mercredi, c'est Afrotechnologie et notre monsieur Afrotechnologie s'appelle Arzouma Compaoré. Bonsoir Arzouma. Bonsoir Anna. Alors, quelles sont les nouvelles aujourd'hui? On va commencer par la grosse actu, c'est l'ouverture cette semaine de la grand-messe de la tech africaine, Afrobytes, à Paris. En effet, ils viennent du Japon, du Nigeria, de l'Éthiopie, de la Silicon Valley, d'un peu partout en Afrique pour participer à cette grande conférence qui rassemble la quasi-intégralité des écosystèmes tech africains. La diversité des industries présentes, des startups aux investisseurs en passant par les innovateurs, témoigne de la croissance continue du secteur dans le domaine de la technologie en Afrique. De l'avis des organisateurs de la conférence, l'objectif est aussi de redéfinir les relations entre l'Afrique et l'Europe à travers la technologie. Une conférence qui prouve une fois de plus la place importante qu'occupe la technologie ou le continent dans l'univers tech mondial. Pour paraphraser Amin Youssouf, le PDG de Afrobytes, aujourd'hui la nouvelle matière première de l'Afrique, c'est la donnée. Oh, je sais d'où vient ce surplus d'enthousiasme. Vous aimeriez être à Afrobytes au moment où nous parlons. Tout à fait. Allez, restons sur le focus de la semaine. Alors, découvrons-le ensemble. Il s'appelle... c'est un ingénieur camerounais de 48 ans, PhD en robotique et contrôle optimal. Il s'appelle Séverin Kézu, diplômé de l'École polytechnique de France en automatisation industrielle et robotique. Il est l'inventeur d'un système unique anti-collision appelé Navigator, configurable avec tout type d'équipement mobile, voitures, avions, grues, barrières de sécurité, trains, etc. Son invention a été classée Key French Technology, un label réservé aux innovations considérées comme stratégiques pour la France. En 1991, il remportait déjà le prix national de l'invention et de l'innovation décerné à l'ANVAR. L'inventeur a déjà fourni des services à des entreprises comme Liber, Alstom, Bouygues, etc. Anna, ce pionnier de l'Internet des objets, a réussi en quelques années seulement à positionner sa société SK Solutions comme un leader mondial dans le domaine des prévisions anti-collusion et de l'optimisation de la gestion des processus chantiers pour sauver des vies. Alors aujourd'hui, Navigator est utilisé dans plusieurs pays, États-Unis, Royaume-Uni, France, Chine, Émirats Arabes Unis, Qatar, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, Cameroun, et j'en passe. Key French Technology donc. Et pour finir, on finit par le meilleur, folie d'invention. Une application pour interpréter les pleurs de bébés. Oui. C'est peut-être une solution rêvée pour enfin mettre fin à la frustrante épreuve de devinette sur les besoins de bébés grâce à l'application Baby Chatter, développée par la neuropsychologue Ariana Anderson de l'Université de Californie à Los Angeles. L'appli permet d'enregistrer des pleurs, puis offre 3 interprétations possibles, la faim, la douleur et le manque d'intention. Les créateurs disent que le but est d'aider l'application à améliorer les interprétations au fur et à mesure des enregistrements et d'en dégager les émotions correspondantes. Selon la créatrice Anna, l'application peut aussi aider les parents malentendants. Peut-être aura-t-on bientôt une application similaire pour les adultes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, c'est tout pour Afrotech aujourd'hui. C'est tout et c'est beaucoup. Revenez la semaine prochaine à Arzouma Compaoré. Mercredi, rendez-vous est pris. Les experts préviennent, passer trop de temps à utiliser les smartphones érode notre vie familiale et sociale. Le plus grand fabricant de smartphones au monde, Apple, a entendu l'avertissement et annoncé de nouvelles fonctionnalités. Lors de sa conférence annuelle qui se déroule actuellement à San José, en Californie, la marque à la pomme a également dévoilé quelques améliorations. C'est un reportage de Georges Poutic. Le récit est de Chérubin Gabi Dorsil. Le contrôle du temps passé sur l'iPhone viendra sous la forme d'une application appelée Screen Time.
Craig Federighi, responsable du développement logiciel d'Apple, explique que la fonction « Ne pas déranger » permettra aux utilisateurs de se déconnecter du cyberespace. C'est vraiment détaillé. Vous comprenez combien de temps vous passez, là où vous le passez, et même comment votre utilisation se décompose pendant la journée. C'est une initiative de bien-être numérique, explique Brian Blow de la société de recherche Gartner. Cela signifie qu'Apple a reconnu sous la pression de l'industrie que les gens peuvent devenir dépendants de leurs smartphones et de leur technologie mobile. Les parents seront en mesure de limiter le temps que leurs enfants passent sur des applications telles qu'Instagram. Mais Apple veut toujours garder les utilisateurs d'iPhone heureux, donc il ajoute également une série de petites fonctionnalités, comme par exemple une façon d'insérer des selfies dans un document. Un groupe FaceTime permettant un chat vidéo simultané avec jusqu'à 32 participants. Le nouveau logiciel sera disponible cet automne et étonnamment, il sera compatible avec les anciens appareils jusqu'à l'iPhone 6. On change de continent et de sujet. Et si l'accès aux serviettes hygiéniques pour les filles était un facteur de développement ? Après avoir réalisé que les filles manquaient souvent l'école tous les mois parce qu'elles n'avaient pas les moyens d'acheter des serviettes hygiéniques, Feka Parchibel a décidé d'agir. C'est un reportage dit par Salwa Jafari. La nécessité est mère de l'invention. Selon l'UNICEF, une jeune fille africaine sur 10 manque l'école pendant ses règles. Feka Parchibel a pris ce problème à bras-le-corps. Si les serviettes hygiéniques dans le commerce sont trop chères, périssables, eh bien, il fallait en fabriquer de plus durables, plus accessibles. Dans ce petit atelier, Feka utilise du coton, de la flanelle et autres tissus pour confectionner des serviettes réutilisables grâce à un partenariat avec Rose Academies, une ONG basée aux États-Unis. Un savoir-faire qu'elle aurait bien aimé avoir quand elle était plus jeune. Quand c'est arrivé, ils m'ont juste dit « D'accord, tu es une femme » et on m'a donné un paquet de serviettes et c'est tout. Alors quand j'ai fini le paquet, j'ai dû utiliser d'autres choses. J'ai dû utiliser du papier toilette et ce n'était pas vraiment facile. Aujourd'hui, Feka et son équipe se rendent à Tiko, une petite ville dans le sud-ouest du Cameroun. Les serviettes lavables constituent une alternative pour les jeunes filles de familles à faible revenu. Un paquet de serviettes hygiéniques jetables coûte environ $1 américain. De plus, parler de menstruation est encore tabou. Quand j'ai pris une serviette hygiénique de tante Parchibel, la serviette m'a beaucoup aidée. Du matin au soir, je ne la changeais pas, aucune fuite. Je peux jouer, je peux sortir. Grâce à ces serviettes, ces jeunes filles peuvent aller à l'école tous les jours et se concentrer sur leurs études. Chaque année supplémentaire d'études secondaires entraîne une augmentation de 15 à 25% du revenu potentiel d'une jeune fille. Place au sport à présent avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yakou. Bonsoir Anna et bonsoir à vous chers amis sportifs. Une très belle nouvelle pour commencer à propos justement de Mohamed Salah, blessé à l'épaule en finale de Ligue des Champions. Mo Salah risquait d'après les premiers diagnostics de louper 1 ou 2 matchs de l'Égypte durant la phase de groupe du Mondial 2018. Mais surprise, hier, son sélectionneur Hector Cooper a annoncé que le Pharaon pourrait être apte et ce dès le premier match le 15 juin face à l'Uruguay. Écoutons Hector Cooper. Il a reçu une très bonne assistance médicale. Il se remet. Il fait quelques exercices qui sont non seulement bons pour son épaule blessée, mais aussi pour maintenir sa forme physique. Il fait tout son possible pour retrouver sa santé. Disons que les nouvelles sont bonnes jusqu'ici. Nous sommes optimistes et nous espérons qu'il sera prêt dans quelques jours avant notre premier match de la Coupe du Monde contre l'Uruguay. Il nous rejoint. Nouvelle peu reluisante par contre pour le Nigeria qui a encore perdu contre la République tchèque. Après son match nul contre la RD Congo 1-1 et sa défaite face à l'Angleterre 1-2, le Nigeria a une fois de plus déçu à l'occasion de son dernier match de préparation au Mondial 2018. Les Super Eagles se sont inclinés aujourd'hui même 1-0 contre la République tchèque. C'est donc sans la moindre victoire en préparation que le Nigeria affrontera la Croatie le 16 juin, puis l'Islande et l'Argentine dans le groupe D en Russie. Et justement, la Russie qui a vu l'arrivée hier de la première équipe qualifiée pour le mondial, l'Iran
est la première nation à débarquer en Russie pour la Coupe du Monde 2018. L'équipe est arrivée en provenance d'Istanbul. La préparation n'a pas été optimale pour les Lions de Perse, qui veulent lui croire néanmoins. C'est difficile de trouver des adversaires pour des matchs amicaux, a déploré le sélectionneur Carlos Queiroz. Des rencontres contre la Syrie, la Grèce ou encore le Kosovo ont été annulées à la dernière minute. L'Iran s'est seulement mesuré à la Turquie pour une défaite 1-2. La sélection perse est logée, on le rappelle, dans un groupe relevé avec l'Espagne, le Portugal et le Maroc. Et c'est tout donc pour l'actualité sportive d'aujourd'hui. Et vous viendrez la présenter, cette actualité sportive, demain. Merci, Yacouba Ouedraogo. Au Zimbabwe, l'après-Mugabe est aussi une réalité artistique. Les années noires de 1983, pièce de théâtre qui revient sur la répression gouvernementale au milieu des années 1980, a été interdite en 2012 par Robert Mugabe. Alors au pouvoir, elle a retrouvé les planches. Blanche Sano. Quelque part à Gwanda, au sud-est du Zimbabwe, des soldats poursuivent deux femmes. L'une est violée, l'autre est attrapée et pendue à un arbre. L'histoire est racontée à travers le personnage principal, une jeune fille. Je joue le rôle d'une jeune fille qui n'a pas de nom parce qu'elle ne connaît pas son identité. Il y a beaucoup de jeunes dames et hommes qui ne savent pas qui est leur vrai père parce qu'ils sont issus de viols perpétrés pendant le Gukurahundi. Au lendemain de l'indépendance, le premier ministre de l'époque, Robert Mugabe, règle ses comptes avec son rival Joshua Nkomo en 1982. S'ensuivent alors des bastonnades, exécutions sommaires, récoltes et villages brûlés. L'opération Gukurahundi tourne au massacre de masse. En 2012, la pièce qui relatait cette histoire a d'abord été censurée, puis interdite de mise en scène. C'est une question très sensible et chez nous dans le Matabeleland, si tu prononces le mot Gukurahundi, les gens vont commencer à hausser les sourcils pour voir qui ose parler de ce problème. Donc nous en tant que troupe de théâtre, nous nous sommes dit que c'est le bon moment pour déclencher ce genre de débat. Dans la plupart des scènes, comme les viols et autres scènes sensibles, les gens riaient, mais pas moi. Le problème me touche. Je sais maintenant comment cela a brisé des gens et les victimes ont besoin de pardonner. Pendant près de 40 ans de pouvoir de Robert Mugabe, peu de familles et de victimes ont parlé ouvertement de l'offensive. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, votre journal revient présenté par John Lyndon. Très belle soirée avec VOA Afrique.